Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog surtout lecture parce que j'ai pas mal lu ces derniers jours. Là on est mercredi 9 avril, j'ai toujours pas abandonné mes Sakura parce que je les aime trop. J'ai eu pas mal de galères au niveau, encore une fois, encore et toujours, la sécurité sociale. Donc je ne sais pas si mon rythme de lecture va être impacté ou pas parce que je suis un peu plus angoissée par cette situation et surtout énervée là actuellement, j'ai envie de tuer des gens. Mais bref, j'ai lu et du coup je voulais vous faire des petites reviews avant d'arriver à vous faire presque un update lecture en fait, à force d'accumuler les lectures. Déjà j'ai terminé Nothing Like the Movies de Lynn Paintner, je vous en avais parlé dans le précédent vlog. Je ne sais pas trop quoi penser de ma lecture parce que c'est plus ou moins, enfin c'est censé être une suite de Better Than the Movies qui était sortie l'année dernière chez Comet, qui était du young adult où on suivait Lizzie, une jeune fille assez réservée, qui avait un look extraverti, qui aimait les robes un peu de toutes les couleurs, qui a vraiment un style vestimentaire complètement décalé. Elle était au lycée, Lizzie, elle avait sa maman qui était décédée quelques années plus tôt, je ne sais plus exactement combien de temps avant le début de notre récit. Et elle avait du mal parce que son père s'était remarié ou était à nouveau en couple avec une femme et cette femme était adorable et elle essayait pas du tout de prendre la place de sa mère, mais Lizzie elle avait beaucoup de mal à devoir, enfin à accepter cette femme alors que sa propre maman n'était plus là et elle avait du mal avec l'idée que la vie continuait sans sa mère et qu'elle était en train d'expérimenter plein de choses, notamment parce qu'elle était en dernière année de lycée et que elle n'avait pas sa maman avec qui partager ces moments là. On était aussi sur une romance parce que Lizzie elle avait un voisin avec qui elle ne s'entendait pas. C'était pas la guerre non plus, mais ils arrêtaient pas de se, entre guillemets, battre pour une place de stationnement devant chez eux. Et un jour Lizzie avait été voir Wes, donc son voisin, pour lui dire arrange-moi un coup avec Michael, je crois que c'était ça le nom du personnage, parce qu'elle avait un crush dessus et que les deux étaient plus ou moins copains. On suivait une bande d'adolescents, on suivait des problématiques d'adolescents, vraiment sur du young adult. Là on est plutôt sur des thématiques de new adult, puisqu'on est 3 ans après Better Than the Movies. Donc Lizzie et Wes ont 21 ans et on les suit tous les deux, sauf que leurs caractères ont vraiment évolué. Alors autant Wes, ça faisait du bien de le voir un peu plus entreprenant et un peu plus tête dure, alors qu'avant il était toujours en train de dire ça genre c'est ok, genre avant c'était un yes man, vraiment il disait oui à tout, il était... On aurait dit qu'il n'avait pas forcément de caractère, il était vraiment adorable mais très dans la douceur. Là, alors là je vais pas dire qu'il est violent, hein, c'est pas du tout ça, mais là il est plus téméraire en tout cas, donc ça faisait plaisir de le voir comme ça. Par contre Lizzie, toute sa singularité qu'on avait dans Better Than the Movies, je ne l'ai pas retrouvée là-dedans. Du coup je suis un peu déçue de l'évolution de son personnage, et pour moi on est sur deux personnages complètement différents. Que ce soit pour Lizzie ou pour Wes d'ailleurs, hein. Les deux sont très différents, donc bien sûr que si vous lisez ce deuxième tome, comme si c'était un tome unique, vous n'aurez pas certains éléments qu'on a dans Better Than the Movies, vous verrez pas les parallèles que moi j'ai pu en faire. Par contre, je suis pas sûre que ce soit dérangeant, vu que leurs personnalités ont complètement changé, je suis pas sûre que ce soit si dérangeant de ça de ne lire que Nothing Like the Movies. Et Nothing Like the Movies, ça a beau être publié chez Comet, qui est censé être une maison d'édition spécialisée en young adult, là on est plutôt sur un new adulte, la seule chose que vous n'aurez pas, ce sont des scènes de cul, puisqu'il n'y en a pas du tout dedans. Mais autrement, en termes d'âge des personnages, des thématiques qui sont abordées, de leur évolution, de ce questionnement de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc., on les a là-dedans. Donc j'ai envie de vous dire, lisez-le en one shot si vous fait envie. Là-dedans, je vais le préciser, mais ouais, c'est un joueur de baseball. Est-ce que ça m'a inspiré une histoire de baseball derrière? Oui, tout à fait. J'ai envie d'écrire une romance avec du baseball à cause de Wes. Mais du coup on voit un sportif, on voit sa colocation, etc. Vraiment on se serait cru dans le même genre que Campus Rivers ou plus vieux encore Off Campus. Ce truc de coloc, de sportif, de cette fille au milieu, enfin bref. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite j'ai commencé un petit livre samedi dernier parce que Séverine faisait une nuit du hasard. Donc en gros faut prendre un livre dans sa palle qu'on avait présélectionné et c'est tiré au sort et vous sortez ce livre là de votre palle. Moi je ne fais pas ça mais ça me permet de lire avec les copains donc c'est pas mal. Là j'avais attaqué Papa de Fumiko Hayashi, je ne l'ai pas terminé parce que je m'attendais pas à ça. On est sur un roman en vers libre où on suit un petit garçon, on est sous le point de vue d'un petit garçon qui est juste content que son papa revienne de la guerre et qu'ils ne doivent plus combattre parce que le Japon a perdu la guerre et on est sur la reconstruction du pays mais on le voit sous le prisme d'un enfant.
donc ça reste quand même très innocent. Là on le voit avec ses cousins, ses cousines, on voit que son père il veut se lancer dans l'exploitation agricole, mais bah, les gens fuient les campagnes pour aller en ville, on est sur cet exode rural, donc voilà, on voit pas, il y a des sujets qui vont être sous-jacents je pense au cours de la lecture, mais pour le moment j'en ai pas vu beaucoup. On est sur une novella, c'est très court, hein. Peut-être que je le finirai cet après-midi, ça pourrait être pas mal, mais je suis déjà sur une lecture qu'il faudrait que je termine aussi. Mais bref, on va se faire un update sur qu'est-ce que je lis, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je vais lire après, parce que vraiment c'est un peu le bazar. Et comme j'avais fini Nothing Like the Movies, je me pensais m'orienter vers Hunger Games, parce que Nothing Like the Movies c'était du new adulte, c'était de la romance, c'était mignon, et je me suis dit derrière il faut une dystopie que je vais adorer pour continuer ce rythme. J'ai voulu commencer malgré tout une romance. Ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. J'ouvre le Ali Hazelwood, Not in Love, que j'avais acheté, vous l'avez vu dans le précédent vlog. Je l'ouvre et là je vois une note de l'autrice qui me dit « Ces quelques mots pour vous prévenir que Not in Love sera un peu différent de mes précédents romans. Ils apprennent à se connaître mais ne savent pas trop comment s'y prendre autrement qu'à travers une relation physique. C'est pourquoi ce roman tient plus de la romance érotique que de la comédie romantique. Je n'aime pas le smut. » Et je me retrouve à lire ça en me disant bon, on va voir si vraiment il y a beaucoup de scènes de cul. Et en fait, pendant, je sais pas, une quarantaine de pourcents du bouquin, vous n'avez pas du tout de scènes de cul. Et j'étais là, bah attends, elle nous a prévenu, elle nous a fait tout un speech en nous disant il y a que des scènes de cul, et finalement il n'y en a pas tant que ça. D'habitude, moi les scènes de smut, je lis la première, je le dis assez régulièrement, mais peut-être que vous débarquez et vous ne savez pas mon fonctionnement. Je lis souvent la première, enfin je lis même tout le temps la première scène de cul parce que ça me donne une idée des convictions de l'autrice, j'ai envie de dire. En fait, en tant que femme, je trouve ça important de mettre en avant le plaisir féminin et de rappeler qu'il n'y a pas que la pénétration qui compte et qu'il y a plein de formes de sexe, entre guillemets, plein de façons de s'aimer aussi, que tout ne passe pas par le sexe également. Bref, j'adore lire la première scène parce que ça me donne une idée d'un peu les convictions de l'autrice ou ce qu'elle a envie de nous faire passer comme message. Ou voilà, je trouve ça bien d'avoir des bouquins qui sont engagés même par rapport aux scènes de cul. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes visions des choses, peut-être que vous adorez lire les scènes de smut hyper hard et machin. Chacun aime ce qu'il veut dans la romance, dans la vie, vraiment je suis pas là pour juger, je vous explique juste mon fonctionnement. Je lis la première scène de cul, et vraiment tout ce que nous raconte Rue, le personnage principal, je suis là genre mais... Ali Hazelwood, je sais qu'elle est féministe, je sais qu'elle tend vers ce genre de relation où elle met tous les types de sexe en avant, et j'étais là genre waouh, ok, je m'attendais pas à avoir autant entre guillemets d'engagement dedans, puisque ici Rue refuse d'être pénétrée. Je crois que c'est la première fois que je vois ce type de relation là en dehors d'une fille vierge qui a peur, qui connaît pas, ou on est sous le prisme d'une maladie mentale ou d'un handicap, etc. C'est la première fois que je voyais ça et j'étais là. J'ai lu toutes les scènes de smut. Là, je suis vers la fin du bouquin, j'en suis à 85% parce que oui, je l'ai aussi en e-book et je le lis principalement, même majoritairement en e-book. J'ai lu, enfin je n'ai pas lu juste 2 scènes de cul, je les ai survolées pour être sûre de ne pas rater des choses entre eux. L'histoire a bien avancé, leur relation aussi, donc voilà. Mais jusqu'à présent, j'avais lu toutes les scènes de cul parce que chaque scène de cul apportait quelque chose. Vraiment, le smut n'était pas là juste pour faire joli, n'était pas là juste pour exciter des lectrices ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans leur relation à eux, avec ce qu'ils ont vécu, avec leur rapport aux autres êtres humains, leur mode de communication, ça passe aussi par le sexe, et c'est pas que du sexe genre hard contre un mur ou quoi que ce soit. Vraiment, il y a tout un développement des caractères des personnages à travers ce prisme-là du sexe, et c'était hyper intéressant. Alors je vais pas dire d'un point de vue sociologique, faut peut-être pas exagérer, mais presque en fait, parce qu'il y a quand même ce truc de bah on n'est pas obligé de prendre du plaisir dans toutes les pratiques qui existent sur Terre. Je m'attendais pas à lire ça, enfin je sais que vraiment encore une fois, hein, j'ai déjà lu Ali Hazelwood, je sais de quoi elle est capable, je sais ce qu'elle aime, etc. mais ça m'a fait plaisir de lire ça, et moi la première j'étais surprise d'aimer autant ce bouquin, alors que vraiment quand j'ai lu la note d'autrice j'ai fait oh, est-ce que ça vaut le coup que je le lise, j'étais là oh là là je l'ai acheté en papier, en plus il coûte cher. Il coûte 20€ les gars, j'étais là j'ai vraiment dépensé 20€ pour un livre que je risque de revendre genre 10€ sur Vinted. Et là il me reste 15% du livre à lire, on sera pas sur un coup de cœur, mais il y a moyen que je le garde, parce que j'aime vraiment ce que je lis. Et vraiment je suis la première surprise à aimer autant. Ici on est encore une fois dans un milieu universitaire, alors milieu universitaire oui et non. On est sur des doctorants qui bossent dans une entreprise de biotechnologie pardon. Il y a un rachat des parts etc. avec des créanciers qui débarquent. Et Elisabeth, qui est la patronne de Rue, est
plus ou moins en porte-à-faux dans cette histoire, où elle sait pas si elle va garder son rôle de PDG, on sait pas trop son rôle dans cette histoire, c'est l'une des amies de Roux mais elle a pas l'air d'être blanc comme neige dans plein d'autres histoires, on sait pas trop si elle encourage ses employés ou si elle les descend, enfin bref. Il y a tout un rapport justement aux études universitaires, à tout ce milieu de doctorat, notamment parce que c'est très particulier quand vous allez jusqu'au doctorat, que vous avez votre... comment on appelle ça, genre votre mentor. Alias Elwood écrit toujours sur cette thématique là, il y a toujours des scènes de cul dans ses bouquins, ça fait partie de son style, c'est de la romance, hein. En même temps de la romance adulte, ça passe souvent par le smut, mais là vraiment ça change de ce qu'elle fait d'habitude. Ces personnages ont un passé un peu plus entre guillemets lourd, on est plutôt sur de la précarité et de la pauvreté. Je m'attendais pas à lire cette thématique, mais là encore j'aime en fait, j'aime ce que je lis et ouais, ça change de ce qu'elle fait et en même temps c'est complètement dans la veine de ce qu'elle fait, donc avec bienveillance, avec respect, le consentement est toujours là, on parle de préservatif, Dieu merci, les gens ont compris qu'il fallait se protéger et pas seulement pour ne pas tomber enceinte mais parce qu'il y a des IST en fait. Oh, ça faisait du bien en fait de lire ça, ça me fait du bien de lire du Alias Elwood, mais maintenant je ne sais pas vers quoi je vais me diriger. Je vous les montre à chaque fois et je les ai pas avancés, mais bon, au moins vous savez que je ne l'ai pas fini. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que j'ai du mal à lire en papier et aujourd'hui je me suis même pas encore posée dehors et je pense que j'aurai pas le temps de me poser dehors alors qu'il fait super beau. J'ai toujours pas continué Moi, qui est un roman contemporain fantastique où des âmes vivantes peuvent se détacher du corps de leur humain, et en fait les âmes sont encore en vie, enfin les gens sont encore en vie et vivent leur vie, juste ils sont dépourvus d'âme, donc on va suivre ce récit là. Ensuite je suis toujours sur La Ronde de Nuit, je l'avais à peine attaqué, le nouveau roman de Bora Chang, je l'avais tout juste débuté pour savoir dans quoi je mettais les pieds, c'est de l'ASF, on est sur un labo, c'est pas un labo, un institut de recherche, où sont stockés des objets paranormaux et on va avoir des espèces de nouvelles qui nous parlent de ces objets paranormaux et qu'est-ce qu'ils sont de si étrange. J'ai toujours pas avancé et j'ai toujours pas avancé non plus dans Le Vieux Jardin de Wang Sokyang parce que c'est dense, j'en suis toujours à 89 pages et je disais dans le book haul que je viens de tourner juste avant qu'il fallait que je me mette une sorte de challenge, d'objectif de je lis 30 pages par jour ou tous les 2 jours de ce bouquin pour l'avancer. Sans que ça m'en dégoûte non plus parce que si je vais toujours vers ma lecture avec réticence, c'est pas ouf et j'irai pas au bout de ma lecture et c'est pas ce que je recherche. Là c'est plutôt que j'arrive pas à me motiver à me poser avec mon bouquin, mais du moment où je me pose avec mon bouquin je le lis. Et je le lis genre une quarantaine, cinquantaine de pages, donc bon. C'est un petit peu bête de ne pas l'avancer juste parce que j'ai la flemme de me poser avec lui et que je sais que c'est un gros livre et que c'est galère de lire avec une attelle, machin. Voilà. Mais j'aimerais quand même l'avancer quoi, au moins arriver à un petit quart avant la fin de ce vlog, même si je sais pas combien de temps va durer ce vlog. Bref, ma batterie clignote, là il faut que je prenne le temps de répondre à vos commentaires parce que j'ai au moins 2 mois de retard de réponse aux commentaires, je les lis mais j'y réponds pas parce que je suis très intelligente comme fille. Donc là il faut que je me pose, que je fasse ça, que je monte le début de ce vlog, que je monte mon book haul, que je programme un petit peu ma semaine en termes de vidéos et que je vois comment m'organiser pour faire aussi des posts Instagram parce que j'ai du contenu à poster mais je le poste pas. Yay. Bref, je vous laisse là et on se retrouve dans quelques jours je pense pour la suite de ce vlog. Un fantôme est de retour, je vous dis ça parce que on est samedi 19 avril et j'ai pas fait d'update depuis puisque j'ai une semaine compliquée et j'avais pas vraiment envie de prendre la caméra, je vous avoue que je m'étais pas occupée de mes cheveux et aujourd'hui comme je suis sortie j'ai lissé mes cheveux parce que ça y est j'arrive enfin à faire ça à nouveau. Techniquement c'est ce ligament là qui est atteint, du coup ça concerne pas ma pince mais j'arrivais plus à faire la pince, c'était compliqué mais là j'ai une tête potable. Donc profitons-en pour faire un petit update lecture puisque j'ai fini un bouquin. Je l'ai lu sur liseuse mais ça y est j'ai terminé Not in Love de Alias Elwood. Il me restait 15% à lire que j'ai fini il y a 2 jours de ça et j'aimais... Alors la fin est un peu niaise et ça reste dans le genre de la romance. C'était pas un drame romantique hein, donc il allait pas avoir une bad ending, mais je vous avoue que comme se terminait l'histoire j'étais contente. J'étais là ah vraiment ça ressemble à la relation, j'aime vraiment beaucoup etc. Et je ne sais pas pourquoi Alias Elwood a décidé de faire un épilogue et faudrait que j'en parle hein, des épilogues, mais j'ai un problème avec les épilogues dans les livres. C'est qu'à chaque fois ils veulent faire un épilogue qui se passe 1 an plus tard ou 3 ans plus tard ou 20 ans plus tard pour nous redire exactement la même chose qu'on a eu pendant le récit et je vois pas l'intérêt. Et j'ai pas trouvé d'intérêt à cet épilogue et vraiment cet épilogue pour moi il a rien apporté à l'histoire. J'ai un peu râlé sur Instagram par rapport à ça parce que j'en ai marre que des personnages ils aient une certaine vie, un certain caractère pendant tout le bouquin. Et avec une ellipse temporelle dans un épilogue, d'un seul coup la personne ça devient un être presque complètement différent.
Et dans les cas des romances, vraiment de me dire oh là là, en plus encore pire je pense avec les clichés des romances hétérosexuelles, hein, mais le cliché de genre oh j'ai rencontré quelqu'un, du coup j'ai réussi à travailler sur moi et tout va mieux dans ma vie parce que ça y est j'ai trouvé l'homme de ma vie. On souffle fort et j'en ai marre de ce genre de modèle. Et je vous jure pendant tous les soirs, et je vous ai dit j'aime pas le smut et tout, et là j'étais à fond dedans, hein. Genre l'épilogue m'a gâché ma lecture. J'étais vraiment, mais pourquoi? À quoi ça servait? Genre l'histoire comme elle s'est terminée avec le chapitrage, c'était parfait. En plus on a genre la conclusion du couple et de la relation et tout ça, ça arrive vraiment à la fin, donc jusqu'au bout on sait pas. Pourquoi nous mettre un épilogue en plus un an plus tard? C'est vraiment mais sans intérêt. Y a rien qui a changé. Mais un an plus tard on va nous dire ça juste pour conforter le truc de oh là là l'amour sauve tout. Non, sauve les gens, c'est eux-mêmes. C'est pas des prises de conscience, mais c'est pas une personne, c'est pas encore moins l'amour. Oh là là, je vous jure, ça m'a... Et autant dans d'autres romans, je m'en fichais d'Elia Wood où c'était un petit peu niais comme ça, mais dans ce roman-ci, ça ne va pas avec le caractère des personnages, avec leur trauma. Parce qu'on parle véritablement de trauma là-dedans, et que l'autrice elle-même aborde ça en début du bouquin en disant par contre, ils ont des passés difficiles, vous attendez pas une comédie romantique, ce sera une romance qui aborde des thématiques un peu plus deep que d'habitude, et un peu plus sexualisée aussi. Et elle nous fait une fin comme ça. Franchement ça m'a dégoûtée, du coup je sais même pas si je vais le garder ou pas, pour le moment je suis en stand-by avec ce livre parce que j'ai vraiment aimé jusqu'à 90% du livre, et après c'était genre la fin. Même pas la fin, genre l'épilogue. Je suis en colère. Du coup, comme j'étais en colère, je suis partie vers un essai féministe. Il faut que je me dirige vers un livre qui me donne envie de brûler tous les hommes de la planète. Et c'est le cas. J'ai attaqué un livre que vous avez dû beaucoup voir passer, parce que bah, j'ai aussi été influencée. Pour le coup, c'est Eva de la chaîne, enfin du compte Twitch, de la chaîne YouTube Perfect Books, qui en a parlé lors d'un live participatif en mars sur la chaîne Twitch de Séverine, où elle avait fait un live spécial bouquin féministe. Et elle avait recommandé celui-ci, donc Désirer la violence de Chloé Thibault. Du coup je l'ai pris en liseuse, je vous mettrai la couverture à l'écran, vous inquiétez pas. Je l'ai bouffé, c'est-à-dire que hier, il a fait beau, oui c'est ça, j'ai été bouquinée dehors, j'ai lu genre 48%, non j'avais commencé avant, j'ai commencé jeudi. Je l'ai commencé jeudi soir, je l'ai lu vendredi matin, et ce matin je l'ai continué, et là j'en suis à 71%. Et ça se lit tout seul, j'adore ma lecture. Ici, dans cette œuvre, Chloé Thibault, l'autrice, va nous montrer comment le cinéma et vraiment le cinéma et les séries, les écrans, quelque part, mais vraiment dans la fiction, arrivent à nous influencer et à romantiser des choses qui sont clairement des violences sexistes et sexuelles. Et elle relate tout ça avec des films, avec des séries, et elle reprend aussi des personnages de fiction qu'on adore, et en fait elle nous déconstruit le personnage avec son regard féministe, et c'est hyper intéressant. Et je sais que quand Eva en avait parlé, elle nous avait parlé notamment de Ross dans Friends et de Chuck Bass dans Gossip Girl. Je pense que comme tout le monde j'ai découvert Friends dans ses débuts, et c'est une série que... Alors maintenant je sais plus sur quelle plateforme c'est disponible, mais moi je ne l'ai pas. Donc je ne peux plus regarder Friends et je suis triste parce que c'est vraiment ma série doudou où je m'endors devant, c'est pas grave, je me réveille 4 épisodes plus tard et je suis genre bon bah allez on reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée, je peux la regarder en boucle. Et Ross c'est un personnage que je n'ai jamais apprécié. Je peux pas vous dire pourquoi, alors j'aimais le fait qu'il avait un singe qui s'appelait Marcel, et puis après en voyant le singe je me suis dit un singe ça n'a rien à faire dans New York, mais autrement c'est un personnage que je n'appréciais pas. Mais ça reste un personnage profondément antipathique et égoïste et sexiste, et je savais déjà... Franchement tout le truc avec Carole, son ex-femme, j'avais déjà beaucoup de mal. Je suis désolée pour les gens qui n'auront pas vu Friends, mais à un moment donné c'est une série culte et je peux pas vous expliquer toute l'histoire de Friends et tous les personnages, mais je pense qu'on est nombreux à l'avoir regardé au moins une fois. Et c'est un personnage que je n'appréciais pas, donc quand Eva avait parlé de ça, je me suis dit oh c'est bien, on va déconstruire son personnage, et bah à force d'avoir regardé, franchement je compte même plus le nombre de fois où j'ai regardé Friends, une 50aine de fois, ce serait même pas exagéré quoi. Bah en fait je voyais encore plus de trucs qui me triggeraient un peu par rapport à son personnage, où j'étais vraiment mal à l'aise et inconfortable, et je me disais ouais c'est pour l'époque, mais lui son personnage il est quand même vachement... En fait autant de Joey c'était assumé, il y avait le côté absurde de son personnage et du fait que ce soit entre guillemets un tombeur, autant pour Ross c'est genre le faux gentil, vous voyez, genre le mec qui se fait tout le temps plaindre alors que c'est pas un enfant de cœur. Et justement dans Désirer la violence, elle dénonce tout ça comme le personnage de Chuck Bass. Alors j'avoue que j'ai grandi, c'est un bien grand mot, j'étais adolescente quand est sorti Gossip Girl, je l'ai
commencé dès que c'est sorti en fait. La saison 1 était tout juste terminée quand j'ai découvert Gossip Girl, et dès le premier épisode, Chuck s'en prend à Jenny et tentative de viol. Qui a été avortée parce que je crois qu'elle se défend, ou que Dan intervient, je ne sais plus. C'est un personnage qui est très charismatique, et d'ailleurs elle me parle vraiment tout à fait de ça dedans. En fait j'ai toujours su qu'il était problématique ce personnage, sauf que c'était là genre oui mais Blair et Chuck. Et t'as une sorte de romantisation, et c'est pas que tu veux ça, mais en même temps t'es là genre ouais mais en fait ils sont aussi tordus l'un que l'autre et ils vont bien ensemble, et quand tu grandis tu te dis non c'est un couple toxique. Genre l'un et l'autre ne vont pas bien. Et elle dénonce tout ça et elle explique des choses un peu plus subtiles dans le personnage de Chuck. J'ai tellement saigné la série qu'en fait je me souvenais de toutes les scènes, donc j'ai pas appris des choses... j'ai pas forcément appris des choses sur le personnage ou sur ses agissements. J'aurais aimé qu'elle s'aventure un petit peu plus sur Nate, parce qu'il a eu plusieurs, lui aussi, relations un peu genre plus... c'est un peu le même rôle que Ross finalement, où t'es là genre oui c'est gentil de l'histoire, et finalement pas tant que ça. Comme Dan qui est le personnage principal, elle en parle très brièvement, mais il y a ce côté de bah pour moi j'ai toujours vu comme un stalker, enfin le putain de stalker de Serena, c'est le premier épisode, c'est sur ça, j'étais en mode mais... Et après j'en parlais sur Instagram, et je ne sais plus qui m'a dit c'est drôle parce qu'il a joué dans You derrière, et je fais ouais, et quand il a joué dans You il a dû repréciser qu'il jouait un rôle d'un psychopathe. Comme, je sais pas si vous connaissez le film Unlocked, je vous mettrai la couverture à l'écran. C'est un film avec Siwon, avec un acteur coréen, ancien idol de K-pop très connu. Et il a dû rappeler à des fans, pareil, qu'il joue aussi un psychopathe. Et c'est un thriller. Et en fait, il y a des filles qui étaient en mode genre oh là là, il joue incroyablement bien dedans, et moi aussi j'aimerais qu'un mec comme lui puisse mettre un traceur sur mon téléphone et me harcèle. Bah tu as tout dit en fait dans ta phrase ma grande. Et c'est pour ça que j'ai vraiment très peur. Moi je fais forcément le lien avec les dark romances, même s'il n'est pas question de dark romance dedans, on est vraiment sur de la fiction télévisuelle. Mais je fais vraiment le lien avec la dark romance où bah même, enfin il y a 20 ans de ça, même 10 ans de ça, ce genre d'histoire, on aurait dit c'est un thriller, et maintenant on dit ça c'est une dark romance. Et il y a des gens qui sont beaucoup trop jeunes pour les lire, et il y a des gens qui sont jeunes qui lisent ce genre d'histoire et qui ont une maturité, et d'autres qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, et qui vont lire ce genre d'histoire et qui vont le transposer à leur vie, ou qui vont se dire genre ah oui mais bon, il a quand même des circonstances atténuantes et ce genre de choses, et c'est ça qui est dangereux. Et c'est justement ce qu'elle véhicule dans Désirer la violence, c'est pas le fait de devoir ne pas parler de certains sujets, parce qu'on peut aborder plein de thématiques. Le problème c'est que la fiction, ça encourage la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ça va forcément nous influencer, et ça va faire qu'on va avoir un certain avis sur des choses, ça va faire qu'on va avoir une certaine construction en grandissant, et elle dénonce tout ça là-dedans, et c'est hyper intéressant parce qu'elle parle de films qui sont parfois très vieux, que j'ai pu voir, et ou de même de séries, et j'avais pas le même âge et c'était pas la même génération. On n'a pas du tout eu le même rapport à certaines œuvres, on ne les a pas présentées comme telles. Il y en avait aussi que j'avais pas découvert et qui me donnent encore moins envie de découvrir. Et elle explique que justement il y a des œuvres qui sont très bien tournées pour dénoncer certaines choses. Là-dedans elle aborde les violences sexuelles et toute cette phase d'emprise, et elle parle de plusieurs films où l'emprise est montrée, mais pour le réalisateur ou pour les acteurs, surtout les hommes, c'est genre non, c'est juste comme ça, c'est une romance et c'est une histoire d'amour passionnelle. T'es là non, c'est pas ça, c'est pas ça, l'amour ça doit pas faire mal, c'est pas censé être comme ça. Et toute cette question d'emprise, elle explique que certaines œuvres arrivent à le montrer. Elle parle aussi notamment de viol dedans, et elle dit est-ce qu'on doit montrer les viols à l'écran ou pas. Et elle a un très bon avis dedans, et du coup elle a fait aussi intervenir d'autres personnes, d'autres journalistes, sociologues, etc. Et justement il y a ce truc de jusqu'où est-ce qu'on montre les choses, et j'avais cette discussion avec Alice de The Garden in My Mind, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'informations, où elle a lu Femme de la mer, et elle avait pas du tout aimé le traitement de ce bouquin parce que il est question des femmes de réconfort, donc d'esclavagisme sexuel pendant la colonisation et la Seconde Guerre mondiale, alors par les japonais notamment avec des coréennes, mais pas que. Et dans Filles de la mer il y a beaucoup de scènes, enfin il y a une scène qui est vraiment très trash, et il y a beaucoup de choses trash, et c'est écrit par une américaine. Et à côté de ça vous avez Mauvaise Herbe, qui pour le coup est un roman graphique écrit par une coréenne, et vous savez que j'adore Kam Soo-Gail Kim. Et dans cette œuvre-ci, elle parle aussi des femmes de réconfort, mais justement la notion de femme de réconfort est remise en question dans sa postface, où elle explique que le terme femme de réconfort ne porte pas justice, ne rend pas justice à ces femmes parce qu'il y a ce côté
un peu prostitution qui sous-entend alors que c'était de l'esclavagisme sexuel. Et surtout, Kim Soo-geun Kim, elle arrive à montrer la violence de ces viols à répétition sans montrer une seule scène de viol. La simple vision d'un couloir avec des chaussures de soldats devant des portes, on comprend ce qu'il en est. Quand on voit des files de soldats qui attendent leur tour pour aller violer ces femmes, on comprend. On n'a pas besoin de faire des scènes choquantes et marquantes pour qu'on comprenne en fait en tant que lecteur. Et il n'y a pas besoin de choquer le public. Et ce qu'expliquait justement l'autrice Chloé Thibault, c'est que dans les œuvres cinématographiques, il y a des choses qui peuvent se passer dans les livres, mais quand on les voit portées à l'écran, ça n'a pas, la même notion, le même aspect. Et elle parle notamment du bouquin de Vanessa Spring... Attendez, j'ai peur de mal dire son nom de famille, c'est Le Consentement. Je vous mettrai la couverture à l'écran, pareil. Dans ce livre aussi, moi je n'ai fait que lire le livre, c'est une autobiographie de l'autrice, où elle raconte qu'à 14 ans, elle était tombée amoureuse, sous l'emprise plutôt, de Gabriel Matzneff, et du coup on parle de la pédocriminalité dans ce bouquin, avec justement son côté enfantin de en fait je me rendais pas compte de combien c'était pas normal, parce que moi je l'aimais et qu'il y avait ce côté un peu liberticide, je sais pas si on dirait ça comme ça, mais de l'époque des années 70-80 où c'était ok, enfin on acceptait un petit peu tout sous prétexte de la liberté. Et l'autrice n'avait pas lu le livre et elle a été voir le film, elle disait ô combien c'était bouleversant de voir ça et ô combien c'était bien fait, et justement ça a été en partie scénarisé par l'autrice du bouquin. Et Chloé Thibault explique très bien que y a des choses qu'on intègre plus quand c'est à l'écran. Et notamment le fait de montrer des viols, ça apporte rien en fait à personne. Il y a plein de choses qu'on peut laisser supposer. Et le problème c'est que ce genre de scène de viol, ça peut encourager des hommes à avoir une sorte de désir plus ou moins inconscient de viol. Et il y a toutes ces questions là qui sont abordées, c'est hyper intéressant. Là vraiment je vous ai résumé 4% du livre parce qu'il y a plein d'aspects dedans. Et comme je viens de terminer sur justement les viols et les agressions sexuelles, c'est vraiment très frais dans ma tête. Mais c'est très intéressant, c'est je trouve une œuvre qui est essentielle. Encore une fois, le but c'est pas juste de dire oh là là ce qui se faisait avant, il y avait rien de bien, la cancel culture c'est trop bien, machin. Non, non. Mais faut comprendre que il faut mettre des trigger warnings parce qu'on n'est pas tous en capacité de gérer certaines images à la télé. Il faut mettre du contexte dans des œuvres et on n'a pas besoin de choquer pour montrer des choses, on n'a pas besoin de tout montrer non plus, on peut laisser supposer des choses, entendre des choses. Et oui, il y a encore de la merde qui est faite actuellement, et il y a des œuvres anciennes qui sont plutôt bien faites, et il y a plein de choses comme ça en fait, faut pas tout reprocher au passé, oui c'était de différentes générations, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de le critiquer. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que quand tu vas remettre en question, tu vas dire oui c'est un super film, mais pourquoi? Et que tu demandes aux gens, souvent c'est des trucs trash qui restent, et t'es là ouais mais t'avais vu ça, t'avais vu ça, t'avais vu ça? On va être là genre ah non ça j'avais pas vu. Tu devrais le re-regarder maintenant. Et on peut avoir un souvenir d'un film ou d'un livre, hein, et on est là genre ah il était exceptionnel, et quand tu le relis ou quand tu revois le film t'es là genre ah il y avait plein de choses qui n'allaient pas en fait. Mais je trouve ça important, et moi je le fais vraiment en parallèle avec notre rôle en tant qu'influenceur, c'est un bien grand mot, hein, sur internet, de mettre en garde les gens et de dire ok vous voulez lire tel bouquin, pas de souci, par contre ça parle de ça, ça, ça. Parce que déjà faut prévenir le lecteur, donc en termes de trigger warning je trouve ça hyper important. Faut être un minimum objectif et se dire ok j'aime tel ou tel truc, par contre il y a plein de propos qui ne vont pas. Par contre il y a des situations, voilà. Surtout quand il s'agit de vieux bouquins où il n'y a pas forcément ce recul qu'on peut avoir, où des gens ont adoré une œuvre et quand toi tu la lis avec un regard neuf, du coup avec l'actualité et moi avec mon regard féministe, je vais commencer un livre et je vais être là on banalise des sujets ou des choses comme ça, ou alors le racisme, dernièrement il y avait des trucs, j'étais là waouh, comment on peut lire ça dans un bouquin? Et moi ça m'empêche d'aller plus loin, enfin il y a des choses c'est trop gros quoi, je peux pas, je n'accepte pas, et des fois je peux passer outre certains sujets en me disant bon on va voir comment ça va être traité, ou on met ça de côté et peut-être que c'est une bonne œuvre, et faut aussi avertir le lecteur et dire par contre il y a des propos qui ne vont pas. Et c'est pas pour autant qu'on dit aux gens ne lisez pas, c'est interdit, c'est inadmissible, que des gens problématiques, etc. C'est de prévenir les gens et de dire attention, il se passe ça.
où il y a ça, où il y a des propos qu'a tenus l'autorice qui ne sont pas ok. Je vais pas faire l'affront de reparler de J.K. Rowling parce que c'est tellement un cas d'étude classique et que les gens comprennent pas. On vous dit pas de pas acheter Harry Potter ou de ne pas lire ou de pas dire que c'est une œuvre majeure dans votre vie. Moi j'ai grandi avec Harry Potter, j'ai grandi avec les films, avec les livres, j'ai grandi avec les livres, avec les films surtout, parce que vraiment les films m'ont accompagné de mon enfance à mon début de vie d'adulte. Donc vraiment j'ai littéralement grandi avec Harry Potter. Il y a l'œuvre et il y a la personne qui l'a écrit, et moi je me suis débarrassée de tous mes livres d'Harry Potter. Vous pouvez en retrouver très facilement en occasion. Quand vous achetez en neuf, vous savez que ça donne de l'argent à Gallimard et surtout à J.K. Rowling qui est ouvertement transphobe. C'est pas des rumeurs, c'est des choses qui sont actées. Dernièrement, elle a encore fait des dons pour une association qui a mis justement en œuvre des mesures transphobes. Donc non, moi je ne veux pas d'une autrice comme ça dans mes bibliothèques. Je ne veux pas soutenir cette femme. Je ne parle pas d'Harry Potter dans les œuvres qui ont marqué ma vie justement pour cette raison, parce que je veux pas encourager et je vais pas acheter des produits dérivés parce que je sais que indirectement, enfin même directement, ça lui donne de l'argent et je veux pas donner des moyens à cette femme. Et autant pour des auteurices, je suis pas au courant de toutes les polémiques, problématiques qu'il peut y avoir, autant J.K. Rowling c'est avéré. Quand on voit que Stephen King l'a même remis en place sur Twitter il y a des années de ça, Stephen King, le vieux mec du Vermont ou je sais plus d'où là, qui vient de faire la leçon de morale à une femme d'une cinquantaine d'années par rapport à l'inclusivité. Vraiment c'était lunaire quand j'avais vu ce truc, j'étais en mode mais c'est pas possible. Ça date, hein, c'était vieux, hein, mais vraiment il y a des propos qui sont plus entendables et moi c'est contre mes valeurs, donc vous ne verrez pas Harry Potter dans la bibliothèque. J'en parle aujourd'hui justement pour faire un parallèle, parce qu'on a aussi une responsabilité dans ce qu'on lit, et c'est important de le rappeler. Voilà, c'était mon petit message de la journée. Sur ce, je vais aller me doucher parce qu'il est 18 h et que je suis sortie tout l'après-midi. Je vais sûrement finir ça dans la soirée. En fait, je suis crevée parce que Holden, en ce moment, il décide de se réveiller 3 ou 4 fois dans la nuit, tel le nourrisson qu'il est. Nourrisson de 3 ans et demi, hein, pour un petit chat quand même. Mais voilà, je vais essayer de ne pas m'endormir pour finir les 29% qui me restent. Et après, par contre, j'ai aucune idée de ce vers quoi aller parce que j'ai trop aimé. Et je m'attendais pas à autant apprécier. Et je vous avoue que là, tous les livres qui me font envie, je les ai achetés en papier. Et je veux pas les acheter en papier et en e-book. Mais ça me tente un peu. Genre là, le Han Leong, je veux trop le lire, mais j'ai pas envie de payer encore 14 balles un bouquin en numérique alors que j'ai déjà acheté en papier. Mais en même temps, je suis tellement bien calée dans mon lit avec ma liseuse. Parce que c'est pareil, j'ai eu mon compte rendu de chirurgien. J'étais trop contente, je me dis ouais, vendredi, donc hier, t'enlèves ton orthèse, Pauline. Non, non, en fait il m'a dit que maintenant c'était 5 semaines avec mon orthèse. Alors j'ai rendez-vous chez le kiné mercredi, donc ça sera 5 semaines moins 2 jours, mais voilà, je pensais d'avoir fini, mais pas encore. Alors c'est loin d'être terminé, parce qu'après j'aurai plus mon orthèse, mais je peux faire ça avec ma main, et je peux faire ça. Donc bon, avant que je retrouve la totale mobilité de mon poignet, il y en a pour 6 mois. Donc bon, il y a encore le temps, mais ce sera déjà ça, de ne plus avoir tout ça pour dormir, de retrouver un peu de mobilité. Je pense que je vais aussi me faire mal parce que je vais reprendre des gestes que je ne peux pas faire, et je vais m'en rendre compte trop tard, mais j'ai hâte. Je vous retrouve, on est le lendemain, il est bientôt 10 h, et je venais vous parler de ma lecture terminée. Donc j'ai terminé hier soir Désirer la violence. En fait je pensais me coucher tôt, j'étais dans mon lit genre 21 h 30, 22 h, en mode vas-y c'est bon, c'est le moment, et en voulant le bouquiner un petit peu, j'ai lu les 29% qui me restaient, et j'ai adoré. C'est toujours compliqué de parler de coup de cœur je trouve pour un essai, mais je vais oser le dire. Arda balance tout, ça y est. C'est un coup de cœur, j'ai adoré, je le trouve essentiel, il y a des bonnes réflexions, c'est absolument pas culpabilisateur, et c'est ce que j'apprécie, parce que dire qu'on doit être parfait dans une lutte pour l'égalité des femmes, bah non en fait. Elle parle aussi d'une espèce de burn-out et d'échec qu'on ressent quand on est dans le militantisme, et ça m'est arrivé il y a quelques années où j'étais beaucoup plus investie, et à un moment donné tu as beau sensibiliser les gens, notamment les hommes, t'as beau expliquer des faits et des choses et des machins, en fait t'es toujours confronté au fait que rien ne bouge, parce que ceux qui ont les clés pour faire changer les choses, c'est pas ton entourage, c'est au-dessus, c'est au niveau gouvernemental. Et quand t'as un Emmanuel Macron qui dit que oh là là, Gérard Depardieu c'est un grand acteur et on lui doit beaucoup, non, c'est un violeur, voilà ce que c'est un criminel dont tu fais l'apologie, c'est tout. Bref, on parle d'ailleurs de ce sujet dans le livre, je crois que c'est dans l'introduction, elle en reparle à la fin justement pour expliquer le concept
typiquement français, mais ce truc de séparer l'œuvre de l'artiste, ce truc de ah non mais ah ce n'est pas, ça n'existe pas en fait. L'artiste a créé l'œuvre, donc c'est la même chose, c'est la même personne, ce que j'écris ça définit aussi la personne que je suis, ce que je suis définit la personne que j'écris, voilà. On ne fera pas changer d'avis là-dessus. Dans la continuité de cette question, elle pose la question à, je crois que c'est une sociologue, mais j'ai un petit doute, sur... non, c'est peut-être une prof. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est quelqu'un qui fait de l'enseignement. Elle lui dit, est-ce qu'il faut continuer de regarder ses œuvres ou pas? Est-ce qu'il faut complètement séparer les choses, etc. Et l'intervenante disait qu'elle est toujours en interrogation avec ça parce que des fois elle a basé tous ses cours sur une œuvre cinématographique, pour aller dire la même chose des bouquins, sur une œuvre cinématographique, et que du coup elle ne peut pas complètement l'exclure du programme parce que ça apporte quelque chose véritablement. Et pour d'autres œuvres elle se dit non, alors là celle-là ça apporte rien, on l'enlève, on le entre guillemets cancel. Et après elle dit bah c'est bien aussi de prendre une œuvre qui est problématique à une certaine époque aussi, de recontextualiser, de dire voilà ce qui était avant, voilà ce qu'il en est maintenant, avec tous les éléments qu'on a. En fait, dans telle scène, il s'est passé ça, c'était une agression sexuelle sur le plateau. Il s'est passé ça en off, il s'est passé ça, ça, ça. Ce film parle de ça, ça, ça. Par contre, ça peut être intéressant pour cette vague-là. Il est aussi beaucoup question de Quentin Tarantino dedans, et j'ai jamais été une très grande fan de ses films, donc ça va. C'est pas très difficile de ne pas regarder ses œuvres, mais il y avait toute cette espèce féministe en disant, bah, est-ce qu'il est féministe parce qu'il inclut des femmes dans ses films? Et après, il y a quel rôle jouent les femmes dans ses films? Et quand on voit les personnages féminins de ces films, bah non, on peut clairement pas dire qu'ils soient féministes. Et il y a toute une interrogation là-dessus. Il y a aussi le truc de... il y a des films qui sont faits pour les hommes. Clairement, quand tu vas voir un Tarantino, ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas regarder ou apprécier, mais tu auras toujours plus d'avis positifs de la part des hommes que des femmes, et du coup c'est important aussi qu'il y ait ce genre de film pour que les hommes y aillent et que derrière il y ait une contre-critique. Et bref, il y a tout cet aspect là, c'était vraiment hyper intéressant, je vous encourage vivement à le lire, il était vraiment très bien. Je ne sais pas si j'attends quelques mois de le trouver en occasion, ou si j'espère une parution poche pour pouvoir l'acheter neuf et du coup bah, soutenir la maison d'édition, l'autrice, et dire genre bah voilà je vous donne mon argent parce que j'ai apprécié. Je l'ai déjà lu donc je vais pas le relire tout de suite, par contre j'ai surligné des passages sur ma liseuse et j'aimerais bien pouvoir le faire tourner ou dire genre vas-y le recommander et l'avoir en papier parce que je sais que c'est plus impactant et que ce genre de récit est hyper important. Et je sais que dans quelques années j'aimerais pouvoir le relire ou certains passages et me dire genre ouais, putain, est-ce que ça a changé? Et franchement il y a plein de micro-pistes abordées par les femmes qui interviennent, par l'autrice elle-même. Justement elle est journaliste et elle dit que bah, ces questions-là, ça fait un moment qu'on les interroge, notamment dans le milieu des critiques, mais en fait on peut pas toucher à l'intouchable et il y a un entre-soi, et de toute façon on l'a vu avec l'affaire Weinstein et on l'a vu avec d'autres affaires, notamment avec Polanski au César. Hein. Bref, c'était un super bouquin, sauf qu'après l'avoir fini, j'avais plus du tout sommeil et j'étais en mode bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lis? J'ai essayé de lire un roman féministe, mais historique, et vraiment je commençais le bouquin, j'étais là non en fait je viens d'avoir des super grosses valeurs féministes, je commence le livre, on parle déjà, alors c'est un livre chinois, mais du coup il y a toute l'influence du yin et du yang et tout ce qui se joue en tant que femme, et dans la médecine notamment traditionnelle chinoise, est hyper intéressant, mais en fait je veux pas lire un truc du 15e siècle alors que là je viens de te lire un truc en 2025 et que je suis révoltée par la situation, donc non. Et j'ai décidé d'attaquer le Hunger Games parce que j'étais curieuse d'avoir l'histoire de Haymitch et que bah, on connaît la fin parce qu'on sait que Haymitch il gagne les jeux puisqu'il est vivant dans la saga initiale, mais bah, on connaît pas tous les éléments de sa vie et je vous avoue que j'ai vraiment souri en voyant les parents de Katniss parce que du coup ils sont présents dans leur jeunesse et on le sait en fait, mais j'avais oublié cet élément là. Et plus je lisais le bouquin, vraiment je l'ai commencé, j'étais en mode oh, je me relirais tellement la saga, genre vraiment j'ai trop envie de la relire. Et j'ai adoré les films et au fil de ma lecture, plus on arrive sur ce côté de début de jeu, enfin de début de jeu, pas dans l'arène mais de la présentation etc. des candidats etc. J'étais en mode oh, mais le film, oh là là Pauline, refais-toi le premier film, ah refais-toi le deuxième quand il y a ce final incroyable, oh là là. J'étais à fond dedans, je suis redevenue l'adolescente slash jeune adulte que j'étais quand j'ai découvert la saga initiale. Je sais qu'il y avait des critiques en disant que le début du bouquin est lent, mais pas du tout les gars. Enfin c'est exactement pareil dans la saga initiale.
Je trouvais que le 4ème tome était vraiment lent et je vous ai dit je l'ai jamais terminé, j'ai lu une centaine de pages, j'ai fait non mais en fait bah déjà c'est sur le président Snow et je veux pas trouver des circonstances atténuantes à cet homme. On a tous des passés plus ou moins difficiles et c'est pas pour autant qu'on devient des abjects personnages et on peut se remettre en question en fait dans la vie. Mais bref, là c'est vraiment, on voit bien le caractère de Haymitch, on voit bien ce qu'il a construit. Il y a des choses qui me font vraiment penser à Katniss et j'ai apprécié. Sauf que là je trouve que c'est un peu entre guillemets poussé à l'extrême. C'est-à-dire que on dirait que Haymitch et Katniss c'est la même personne. Je sais que c'est très montré et comment je pourrais dire ça. Katniss elle voit un peu en Haymitch une image paternelle, elle se retrouve beaucoup là-dedans, elle se retrouve beaucoup dans lui, elle apprend à le connaître au fur et à mesure des tomes de la saga. Bon, il y a aussi des choses qui vont parfois, ils sont pas forcément d'accord, etc. Mais on sent qu'elle est attachée à lui et qu'il a vécu des choses qui sont similaires, mais là j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Donc en même temps je me dis c'est aussi pour ça que Haymitch a pu comprendre Katniss, a pu lui donner des conseils parce qu'il lui ressemblait énormément. Mais là c'est un point où ça m'a fait penser à Roux dans le premier tome et j'étais là, ouais mais là peut-être que c'était le truc un peu entre guillemets too much. Et je me suis dit mais autrement vraiment j'adore. Enfin c'est le seul petit entre guillemets bémol que je trouve, c'est qu'il y a énormément de choses, on dirait vraiment la vie de Katniss mais dans un autre tome, sous un point de vue masculin en quelque sorte, mais c'est le seul vraiment petit bémol que je peux y retrouver parce que là j'ai lu une centaine de pages et j'aime tout. Vraiment j'ai tout aimé, j'aime le développement du personnage d'Haymitch, j'aime le voir avec sa famille, du coup je suis curieuse, je me dis attends mais c'était quoi déjà ce qui se passait dans sa famille, et je me souviens d'un truc, et par rapport à la mère de Katniss, et j'ai fait oh mais oui il y avait ça, c'est par rapport à ça en fait, et j'étais trop contente, je suis là. Et je me souvenais plus d'éléments de la vie de la mère de Katniss en fait, et là de le voir c'est genre hyper intéressant, et je me dis attends mais il doit y avoir d'autres personnages secondaires dans les amis de Haymitch, et je suis là oh, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir du coup, parce que quand on les suit nous, bah, ils sont adultes, c'est genre ils sont devenus des adultes parce que les parents de Katniss, enfin la mère de Katniss dans le premier tome c'est une adulte, du coup je suis là attends est-ce que les autres personnages on les voit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres clins d'œil que j'ai ratés, j'étais en train d'essayer, j'essayais de lire entre les lignes et du coup je me suis couchée à 1h du matin. À 1h je me suis dit vraiment Pauline tu poses ton bouquin, en fait ça suffit, là tu t'arrêtes, non stop, stop. Donc à 1h du matin je me suis forcée à arrêter de lire, sauf que mon cerveau il a fait quoi? Ah oui Pauline, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, et oh, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai pensé qu'à ça pendant une demi-heure. Et après à 5h30 ce matin je me suis réveillée, alors angoissée, c'était ça la raison de mon réveil. Et après j'étais là, oh, est-ce que je continue Hunger Games alors que j'ai dormi que 3h30 je crois. Voilà, voilà, voilà. Alors j'ai été raisonnable, j'ai pris un médoc et je suis retournée me coucher. Mais là je me suis dit, je regarde le petit vlog de Christiane, d'ailleurs je l'ai pas encore terminé. J'adore Christiane Tran, surtout sur YouTube, moi c'est ma plateforme préférée là où je la suis. Voilà, il me reste 5 minutes de vidéo donc je vais terminer ça. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit point ce matin parce que aujourd'hui je ne suis pas là, c'est le dimanche de Pâques, je vais le passer chez mes parents avec mon frère. D'ailleurs ils avaient annoncé vraiment mauvais, donc j'étais en mode vas-y tu mets ton pantalon, bah, celui que je me suis acheté que vous avez vu dans le dernier vlog, tu mets un pantalon, tu mets un t-shirt noir, vas-y flemme de s'habiller, et en fait il fait beau, j'aurais pu me mettre en short et tout. Bref, je finis ma vidéo, je voulais vous faire un petit point et après je retourne bouquiner. D'ailleurs regardez mon petit... Première fois que je mets un marque-page, je pourrais pas vous faire le close-up je crois parce que bref, toujours aussi compliqué, je ne peux pas voir les doigts. You. Je retourne bouquiner, mon frère va me chercher dans 50 minutes, je suis trop contente. Genre vraiment je me dis là j'ai 50 minutes à bouffer Hunger Games et je suis joie et machin et vraiment ah, je suis trop contente. Je vous retrouve plus tard que prévu, on est mardi et hier j'ai terminé le 5ème tome de Hunger Games. Je sais que c'est un spin-off mais bon on va l'inclure quand même dans la saga et dire que c'est le 5ème tome. Donc lever de soleil sur la moisson. Et je vous avoue que je suis un peu entre guillemets déçue, mais parce que je n'ai pas compris certains éléments. C'est surtout par rapport à ça. Sachez que derrière je suis en train de me faire tous les films de la saga initiale, donc bon, je suis pas si déçue que ça par la saga. En fait je pensais, alors je suis contente parce qu'on en apprend plus sur Haymitch, on apprend plus sur sa vie et comment il en est devenu le personnage qu'il est du coup dans la saga initiale. Il y a plein de petits clins d'œil à Katniss en tant que la plante, le Katniss. Du coup ça me faisait sourire, on voit des similitudes dans leur caractère et dans leur façon de vivre etc. Et je vous disais que ça me gênait un peu parce que au début du bouquin c'était tellement flagrant et c'était tellement gros que j'étais là bon elle va peut-être pas nous faire ça tout du long. Et par la suite non, et surtout ça justifie comment plus tard Haymitch arrive à avoir un espoir dans cette fille, ils se disent bon bah là c'est le bon moment pour se révolter.
mais il y a plein d'éléments qui me manquent parce que... Oh, ça vous spoil pas parce que c'est dans les débuts de l'histoire, hein. Je crois que ça commence même par ça. Amy, j'avais une petite copine à l'époque, et du coup, cette fille, elle a tout un lien, enfin sa famille a tout un lien avec le président Snow, et je le sais parce que j'avais commencé à lire le 4e tome, je ne sais plus comment il s'appelle, la couverture verte, j'arrête pas d'en parler, mais j'avais pas adhéré, vraiment j'avais lu une bonne centaine de pages, c'était il y a 5 ans les gars, il est sorti en 2020, je m'en souviens, c'était pendant le confinement. Ça fait 5 ans que vous avez été confinés quoi. Mais bref, j'ai essayé de le lire il y a 5 ans, ça l'avait pas fait. J'avais réessayé après en e-book, ça n'avait toujours pas fait. J'avais complètement abandonné. J'avais pas été voir le film parce que j'étais là, oh, est-ce que je suis encore hypée par la saga? Oh non, machin. Voilà, j'ai eu tort. Et du coup, pendant toute l'histoire, j'attendais des réponses à mes questions que je n'avais pas. Parce que c'est toujours issu de cette famille et de ce lien entre le président Snow et cette fille. Et bah du coup je les ai pas ces éléments là. Voilà, donc je suis sortie frustrée de ma lecture parce que j'avais plein de questions comme ça, il y avait plein de questions en suspens et j'avais pas les réponses. Et je sais qu'une bonne partie des réponses je les aurais avec le 4e tome, sauf que je vous l'ai dit, j'avais vraiment pas adhéré et il y a plein de gens qui n'avaient pas aimé le tome 4, qui l'avaient lu hein, mais qui ne l'avaient pas aimé et qui ont adoré ce tome 5. Donc je pensais pas que ça gênerait en sachant que c'est un spin-off etc. Mais vraiment, si vous n'avez pas lu le tome 4 ou si comme moi vous n'aviez pas été au bout de votre lecture, vous allez retrouver avec le tome 5 avec plein de questions en tête et à vous dire bah ok bah il manque des éléments en fait Suzanne Collins, qu'est-ce que tu as fait? Vraiment il y a plein de choses où je suis là mais on n'a pas... Il y a tout un aspect de secret dans ce tome-ci. Je vais essayer de pas spoiler les gens qui n'ont pas lu et ceux qui l'ont lu vous devrez comprendre si je parle de secret. Tout cet aspect secret, bah j'ai pas les réponses à mes questions dans ce tome-ci. Donc je suis frustrée et de voir Emilie comme ça et de voir ô combien il subit parce qu'on le voit aussi après les jeux. Vous vous doutez bien que si Emilie a pu devenir un mentor c'est qu'il a gagné les jeux. De voir cet après, j'avais vraiment espoir qu'on entreaperçoive un petit peu sa vie et quand je vois tout ça je suis là genre wow. C'est un personnage que j'aimais beaucoup Emilie même s'il est détestable sur plein de points et là on a un peu des explications sur... Enfin on a un peu... Si on a une bonne partie des explications sur sa vie et sur pourquoi il voulait tant que ça se révolter et vouloir la fin du système et... Oh là là, j'avais encore plus d'empathie et quand je l'ai terminé j'ai voulu faire quoi? Bah regarder la saga parce que j'avais deux possibilités, soit je relisais la saga de livres, soit je regardais les films, et qu'est-ce qui est le plus rapide? Regarder un film. Du coup j'ai regardé le premier volet hier, j'ai commencé le deuxième, j'ai terminé le deuxième cet après-midi, ainsi que le troisième partie 1. Je pensais avoir la partie 2 en DVD, mais non. Et faut savoir un truc avec moi, c'est que je n'ai jamais regardé la fin de Hunger Games, c'est-à-dire que la partie 3, je sais même pas si je l'ai vu au cinéma en fait les gars. Si j'ai dû le voir au cinéma parce que quand même j'étais méga fan de la saga. Mais j'en ai genre aucun souvenir, je me souviens juste que je l'ai déjà vu chez moi, chez mes parents à l'époque il me semble d'ailleurs. Et j'ai jamais regardé la fin du film. Enfin je me souviens absolument rien de la fin du film et à chaque fois que j'arrivais à un certain moment avec des chiens là, je coupais. Genre vraiment le truc de... Enfin c'est même pas forcément des chiens mais bref. Les bébêtes là, dans le sous-sol là, dans le... Oh, jamais regardé après parce que l'amour de ma vie meurt. Et je ne suis pas d'accord. Et écoutez, la saga, en film, elle est sortie il y a 10 ans les gars. Donc il y a procuration, je peux dire que Finnick meurt, ok? Finnick est mort. Mon cœur il a été brisé. Déjà dans le livre, j'ai relu le passage je ne sais pas combien de fois parce que vraiment, Katniss elle est en mode Finnick est mort, allez on continue les gars. Et je veux bien que c'est un temps de guerre et que des gens meurent, je le sais. Et c'est pas parce que t'es une bonne personne ou une mauvaise personne que tu meurs, mais... Non, franchement j'ai pas pardonné à Katniss pour ça. Jamais, jamais je la pardonnerai pour ça. Je refuse de pardonner aussi du coup Suzanne Collins pour ça. Et dans le film c'est pareil, c'est-à-dire que quand survient sa mort, je coupe avant. Parce que je suis dans le déni. Un déni conscient, on est bien d'accord, ce qui n'a rien à voir avec le déni. Mais je ne veux pas voir ça, je ne veux pas assister à sa mort, je veux pas être triste, être effondrée, Voilà. Je sais qu'il y a d'autres personnages qui meurent, encore plus attachants et tout, mais genre fini, quand il est mort, c'était fini pour moi, j'étais là. J'ai tellement chialé. Quand j'ai réalisé que c'était vrai, qu'il était vraiment mort et qu'il n'apparaissait pas dans les prochaines pages, parce que j'ai eu espoir quand même, je me suis dit non mais ça se trouve il va réapparaître. Non non. Voilà, je refuse. Là je vais aller regarder la partie 2, je crois qu'elle est disponible sur Prime. Alors j'espère que c'est pas payant parce que Prime c'est un système tellement bizarre où on peut louer, on peut les acheter et des fois il y a des films dispo. Et déjà ils savent pas organiser leur catalogue mais avec ce système là c'est encore pire. Ensuite je pense que je me louerai le 4e volet, donc vraiment genre le 4e film, enfin du coup la 5e film qui a été fait sur le 4e tome de la saga, parce que j'aimerais bien avoir des réponses et j'ai vraiment pas envie de reprendre ma lecture du livre parce que j'avais pas du tout aimé. Par contre en film ça peut le faire
Et bref, au pire je perdrai 2 heures de mon temps, c'est moins entre guillemets contraignant que de passer 6 ou 7 heures sur un bouquin que je n'aimerais pas finalement, parce que je sais que je l'aimerais pas. Mais là j'ai besoin de mes réponses à mes questions, après avoir lu ça j'ai besoin de réponses en fait. Ah, trop de questions, je vous jure. Donc là je vais déjà terminer la saga initiale. Et oui, cette fois-ci, 10 ans après avoir vu le film, je vais enfin regarder la fin de la saga. Non mais j'ai dû le voir au cinéma, c'est pas possible autrement. J'ai vraiment vu toutes mes sagas doudou au cinéma. Mais je me souviens pas du tout de ce qui se passe parce que j'ai dû le voir qu'une fois, alors que les autres, vraiment, Ah, mais bref. Je suis à fond sur Hunger Games, il fallait complètement que je change de registre niveau lecture et comme il faisait beau ce matin, même là encore il fait un peu clair et vous avez le reflet de dehors sur mes lunettes mais il y a du vent donc j'ai pas pu me caler dehors pour lire. Mais j'ai attaqué un autre bouquin sur ma liseuse, j'ai attaqué le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yang Wang, pardon. Je vous mettrai la couverture à l'écran. C'est chez la collection R, donc c'est un young adult. C'est un bouquin coréen qui a été traduit du coréen. Alléluia, enfin. J'en suis à 30%, donc je l'ai bien dévoré quoi. Je l'ai attaqué hier soir. Je crois qu'hier soir j'avais juste lu genre l'intro, le prologue. Et ce matin j'ai bouquiné même pas une petite heure dehors et ça se bouffe tout seul. Et je voulais changer de registre et je me suis dit ok je reste sur du young adult. Et en soi oui c'est du young adult parce que l'héroïne est adolescente, mais je suis pas sûre qu'on va forcément aborder des thématiques. Franchement en roman adulte ça aurait pu passer. Et je sais pas si initialement il est prévu pour du young adult ou si c'est la particularité en France de mettre des bouquins young adult dans la catégorie adulte. Sachez-le, c'est une fantaisie qu'on a. Donc je ne sais pas du tout dans quoi il est catégorisé en Corée et je ne sais même pas si les catégories d'âge fonctionnent de la même manière là-bas par rapport à chez nous. Mais voilà, l'héroïne ici c'est une jeune fille qui a pas mal de problèmes, notamment de pauvreté. Elle est exclue un peu du système par rapport à ça parce qu'elle ne peut pas aller à la fac parce qu'elle n'a pas des moyens. Sa mère lui a jamais interdit mais déjà elle a pas de père. Sa mère est seule, et même si la mère de l'héroïne ne lui a pas dit qu'il fallait pas qu'elle fasse des études, elle a qu'une hâte, c'est qu'elle finisse le lycée pour pouvoir travailler et rapporter aussi de l'argent à la maison. Sauf que la jeune fille l'entend pas de cette manière-là parce qu'elle a envie d'avoir un avenir, elle a plein de rêves, et elle a entendu parler d'un magasin qui n'ouvre que pour la moisson. Du coup... on repense encore aux Hunger Games, tout ça. Du coup c'est pendant la saison des pluies et pendant une semaine elle va être dans un hôtel un peu particulier, elle rêvait de l'intégrer etc, fallait faire toute une demande. Elle va intégrer pendant une semaine et la promesse de tout ça c'est que si vous arrivez sur place vous pouvez concrétiser tout ce que vous voulez, la vie merveilleuse que vous voulez avoir, le rêve que vous avez, il pourra devenir réalité parce que ce sont des gobelins qui tiennent cet endroit. C'est du fantastique, c'est un genre de fantastique que j'aime. J'aime pas tout dans le fantastique, moi quand il y a des bébêtes, j'adore. Donc là voilà, c'est sympa, c'est pas le bouquin de l'année, j'en suis à 30%, donc on est vraiment encore sur la situation initiale où il n'y a pas grand chose, enfin on débute les péripéties quoi. On commence à comprendre un petit peu l'univers, les gobelins on n'apprend pas trop sur eux, on sait juste qu'ils sont là, c'est eux qui gèrent ça. C'est sympa, franchement c'est sympa, j'ai rien à lui reprocher. Là je vais continuer mon petit visionnage de Still Hunger Games, je vais aller pleurer et puis après je reprendrai ma lecture en espérant le finir soit ce soir soit demain. Je crois qu'ils annoncent mauvais pour les prochains jours et moi vraiment je me rends compte que j'adore lire dans mon lit le soir et sur ma terrasse. Sauf qu'avec la pluie, ça va pas être fou. Et aussi ce soir faut que je me couche tôt, donc pas sûr que j'aurai le temps entre ce soir et demain de le lire, mais j'espère quand même continuer et je pense que je reviendrai une dernière fois pour vous conseiller des dramas. Parce que j'ai pas oublié, mais j'ai pas avancé de drama puisque j'étais dans ma frénésie d'Hunger Games. Pour vous parler un petit peu d'écriture et aussi pour vous parler de ma dernière lecture pour ensuite clôturer ce vlog. Parce que j'ai peur qu'il soit interminable quand même. Et je crois qu'on est sur 3 semaines de vlog. Donc bon, ce serait peut-être temps d'y mettre un terme. On est le lendemain et je peux vous annoncer officiellement que je suis libérée de mon orthèse. Hey, regardez-moi ça. Hey, hey, hey. Je peux toujours pas bouger le poignet parce que c'est ça mon problème, c'est le ligament qui est ici. Mais voilà, je suis libérée de ma rise. Je vais à nouveau pouvoir bouger mes doigts. Alors je peux toujours pas faire mon poing, je peux toujours pas bouger véritablement le poignet, mais écoutez, après 4 mois à être en arrêt de galère, d'être immobilisée pendant 5 semaines, ça y est, enfin. Voilà, je voulais partager mon bonheur avec vous. J'ai pas terminé ma lecture, j'ai lu un petit peu avant d'arriver chez le kiné, mais
j'ai pas eu le temps de finir mon livre, j'en suis à 48% je crois, donc bon, je le finirai sûrement pas aujourd'hui, surtout que je me suis lancée dans plein de K-dramas que j'avais en cours, et qu'il fallait que je continue, parce qu'ils sont en cours de parution, enfin d'édition, de... comment on dit? Ils sont en cours. Je vais nous faire un petit update par rapport à ça, parce que j'en ai regardé pas mal. Je fais un micro point écriture, je pense que j'en parlerai plus dans un prochain vlog, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, j'ai encore rien prévu à ce niveau-là. Mais je crois qu'il y a une semaine de ça, je me suis remise à lire mon manuscrit Wasted Potential, qui est mon projet en cours. Il doit me rester à peu près 6 chapitres, je pense, à écrire. Je l'estime comme ça parce que je fais pas véritablement de plan, mais c'est mon projet en cours. J'ai relu certaines parties, il y a quelques incohérences, mais dans l'ensemble, c'est pas dégueulasse ce que j'ai écrit. Donc j'étais un peu fière sur le coup. Et comme je ne pouvais pas du tout tourner mon poignet, c'était impossible pour moi d'écrire. Aujourd'hui, j'ai vu le kiné qui m'a dit que j'avais le droit de faire à peu près ce que je voulais, si ce n'est porter des charges lourdes. Pour le moment, on travaille sur la mobilité. J'ai absolument pas retrouvé la mobilité de la main, hein. Vraiment, quand je vous dis je fais ça, c'est que vraiment je suis à fond pour faire ça. C'est ridicule, mais c'est normal, ça fait partie du process. J'en ai pour 3 à 6 mois de rééducation, donc bon, voilà. Il m'a dit que j'avais le droit de bouger, donc je vais pouvoir écrire à nouveau. Alors, j'ai essayé sur l'ordinateur juste de switcher mes fichiers d'un endroit à un autre. Le fait de faire ça sur mon pad, ça m'a défoncé le poignet. Donc je pense que ce mouvement n'est pas encore ok, mais c'est pas grave, j'ai essayé et je me dis que j'arriverai à écrire un petit peu, et le peu que j'arriverai à écrire, ça va tellement me mettre en joie. Il faut que je me reconditionne parce que aujourd'hui j'ai eu mes réponses, j'attendais vraiment le rendez-vous kiné pour savoir ce que je pouvais faire ou pas faire. Maintenant que je suis libérée de mon orthèse, maintenant que j'ai attaqué la rééducation, c'est genre ok, là tu peux écrire, faut que je me conditionne. Je me laisse le fin de semaine tranquille parce que demain j'ai mon concert de 21 Pilots, vendredi je retourne chez le kiné, ce week-end j'ai prévu d'aller courir parce que ça m'a trop manqué et que là j'en peux plus, je m'en fous s'il pleut, s'il neige, s'il vente, je m'en fous, j'y vais, même si c'est pour faire 2 km, j'ai trop envie, besoin de faire du sport. J'ai vu que j'avais pas trop mal selon certaines positions, donc je vais aussi reprendre tranquillement le pilate parce que mes abdos réclament, genre vraiment j'ai des douleurs au dos les gars, ça se voit que je force sur mon dos et pas sur mes abdos en ce moment, donc on va faire tout ça. Mais bref, je vais pouvoir écrire, donc je suis joie. La semaine prochaine je vais faire un petit planning pour ça. Tous mes problèmes que j'avais avec la sécurité sociale, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, je veux pas dire que c'est en cours d'être traité, mais en tout cas moi j'ai fait ma part de travail et j'attends de savoir, enfin que la sécu fasse la sienne, on va plutôt dire comme ça. J'ai posé mon dossier MDPH, donc même par rapport à ça au niveau administratif c'est bon, je suis bien. J'ai plein de rendez-vous au mois de mai mais je suis là, c'est pas grave, genre là t'as passé le pire Pauline, ta vie retrouve un semblant de stabilité, donc je suis aussi genre dans un bon mood pour écrire et j'ai trop hâte d'y retourner parce que les personnages me manquent et que j'ai eu plein d'idées, j'étais là ah oui je pourrais faire ça, et depuis 5 semaines les gars j'ai rien pu écrire, donc j'ai trop hâte. Bref, maintenant petit point drama, parce que j'ai regardé des dramas. J'avais lu, je crois que c'était en août dernier, août 2024, C'est dans la grande ville, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais c'est plus ou moins un recueil de nouvelles. C'est pas vraiment des nouvelles, mais je sais pas comment vous expliquer ça. L'auteur a fait, je crois que c'est une autobiographie si je vous dis pas de bêtises, ou alors la vie du héros est très semblable à la sienne. Mais c'est un récit où on suit un jeune homme qui est gay, qui a le VIH, et qui nous conte différentes de ses histoires d'amour, différentes romances qu'il a vécues à Séoul, enfin en Corée du Sud en tout cas de manière générale. Et là il y a un drama qui est sorti bon, à peu près à la même période d'ailleurs si je dis pas de bêtises, et un film. Je n'ai pas vu le film et je comprends pas pourquoi ils ont fait et un film et un drama avec un casting différent basé sur la même œuvre. J'ai pas trop compris le délire, mais j'ai pas encore vu le film. Par contre j'ai regardé le drama et j'ai adoré. En fait, je m'attendais à avoir des histoires d'amour, je m'attendais à retrouver ce que j'avais eu dans le livre et c'est assez différent. Je trouve que l'acteur joue très très bien. Moi ce que j'aimais beaucoup dans le roman, ce qui m'avait vraiment plu en fait, parce que la seule chose qui m'a plu dans le roman parce que je n'avais pas aimé, c'était la partie colocation, parce qu'il y a une colocataire, une fille, et même si c'est pas forcément fidèle au bouquin, j'ai adoré voir leur coloc, sauf que ça fait pas toute l'œuvre, et le personnage principal n'est pas forcément attachant, il est même plutôt antipathique, et vraiment il a des réactions, j'étais là, il a zéro patience, et il veut juste un truc toxique, et il veut un truc d'effusion, il veut quelque chose qui soit toujours dans cette phase de lune de miel que vous avez quand vous êtes dans une relation avec qui que ce soit, où il y a le truc où tout est beau, tout est rose, où oh là là, tous les jours on découvre l'autre et que des bonnes facettes, et après t'as la réalité, le quotidien qui prend le dessus, et bah c'est plus aussi extraordinaire quoi.
Et tout cet aspect là il n'en veut pas, je sais pas ce qu'il recherche et du coup il m'énervait et en même temps je le trouvais hyper attachant parce que c'est un héros qui est vrai, qui est humain. Il y a la question du VIH qui est abordée. Alors, pour ce qui est du cas de la France, j'ai pas regardé les dernières stats mais celles que j'avais, il y avait plus d'hétéros qui avaient le VIH que de personnes homosexuelles. Donc déjà on va débunker le truc. Mais il y a quand même ce stéréotype, ce cliché qui reste à l'esprit des gens. Avec les années ça va mieux mais voilà, on se trouve en Corée, donc mine de rien, ça, ce cliché-là, ce stéréotype-là, bah, il est encore d'actualité. Il n'y a pas forcément non plus tous les moyens, enfin si, il y a les moyens de contraception, mais c'est juste que c'est pas forcément ancré dans les mœurs, tout ça, bref. On en parle dedans et je trouve ça intéressant, la façon dont c'est abordé, et ce n'est pas vous spoiler de vous révéler cet élément-là, parce que c'est pas l'élément central de l'histoire. J'ai pas envie que ça en fasse un plot, mais voilà, sachez-le, on parle du VIH dedans. Mais bref, j'ai vraiment adoré, j'en avais parlé d'ailleurs sur Instagram tellement j'avais aimé ce drama, j'avais peur que la fin... En fait, j'ai pas aimé la fin de l'épisode 7, parce que c'est vraiment 8 épisodes, j'ai pas aimé la fin de l'épisode 7 et une bonne partie de l'épisode 8, mais c'était la conclusion parfaite à cette histoire et je le savais, c'est pas une romance. Il y a de la romance mais c'est pas une romance, c'est plutôt une quête de soi et... Ah, en fait, la fin m'a fait du bien, j'étais frustrée parce que j'étais là... S'il avait changé un petit peu, s'il avait fait un petit peu plus ça. Et en même temps, non, les gens n'ont pas à changer par rapport à une relation. Genre, ils doivent changer parce qu'ils veulent changer, parce qu'ils en ressentent le besoin et pas pour faire plaisir à l'autre. Du coup, j'étais là, mais évidemment, mais c'est juste mon trait toxique qui ressort de genre non, il faut que les gens ils changent, machin. Bref, voilà, j'ai vraiment adoré, je vous le recommande parce que je trouve que c'est un drama qui est accessible et autant j'aime pas les boys love parce que vraiment c'est... Et je trouve ça tendancieux, j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour plus les hétéros que les gays en soi. Mais là pour le coup c'est pas du tout le but de cette histoire. C'est pas un boys love en tant que tel, enfin ça a pas cette connotation là. Et bref, c'est vraiment très très bien. J'ai aussi commencé à regarder Resident Playbook. Au moment où je m'y suis attelée, il n'y avait que 2 épisodes qui étaient sortis. Là, il y en a 4 au total, c'est sur Netflix. On suit des internes en gynécologie et en chirurgie obstétrique. Du coup c'est hyper intéressant parce qu'on s'attarde forcément sur la partie obstétrique, naissance, bébé, etc. Mais aussi sur la partie gynéco avec certaines pathologies, notamment des cancers, etc. Et c'est trop bien de voir des internes et de les voir alors véritablement comme ils sont. Ils ont des profils très différents, il y a 3 filles et un garçon, et vraiment leurs caractères sont très différents des uns des autres. Ils ont tous des passifs qui n'ont rien à voir, ils ont pas du tout le même affect, la même approche. C'est vraiment hyper intéressant, c'est éloigné de Grey's Anatomy dans le sens où oui, il y a une petite partie de leur vie privée, mais on se focus sur leur internat. Je pense que ça va être qu'en une seule saison, genre 12 épisodes. J'espère que ça en fera pas 16 parce que j'ai peur que ce soit long sur le long terme. Moi les séries médicales coréennes, il n'y en a qu'une seule qui trouve grâce à mes yeux, c'est Docteur Romantique, je l'adore, j'ai aimé les 3 saisons. J'ai essayé plein de séries médicales, j'ai essayé même une chinoise, j'ai tout essayé, hein, vraiment, mais j'y arrive pas. Et même si là il y a des choses qui sont exagérées, et faut arrêter de croire qu'un massage cardiaque ça va faire repartir un cœur, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Mais bref, mine de rien j'ai bien aimé, et comme je m'y connais pas trop en gynéco-obstétrique, bah toutes les erreurs ou toutes les dingueries qu'ils peuvent dire, bah je les connais pas. C'est juste quand c'est sur de la partie médecine basique, bah je sais les fautes, etc. Ou alors je suis là genre, en France c'est pas genre un interne qui va faire ça, ça va être l'infirmière, ou alors ça c'est ça, ça, ça. Mais après il y a aussi la différence culturelle et on soigne pas en France comme on soigne en Corée, donc voilà. Il y a des choses où je peux laisser passer, où je me dis juste, bah je sais pas si c'est pas cohérent ou si c'est une question culturelle, mais... Voilà, c'est le drama que j'aime bien. Il y a beaucoup de caméos qui sont prévus. Je crois qu'il y en a eu un là dans l'épisode 3 ou 4 où des personnes qui viennent d'autres dramas médicaux, donc d'autres acteurs qui jouent dans des dramas médicaux, vont intervenir dans celui-ci et... Oh là là, je ne suis pas prête pour revoir tous mes petits acteurs préférés dans cette série. Mais vraiment là, les 2 premiers épisodes, moi d'habitude il me faut entre 2 et 4 épisodes pour adhérer à un drama. Et là, dès le premier épisode, j'étais à fond, je fais ok, je vais l'adorer. Donc vraiment, j'espère que les épisodes 3 et 4, ils vont pas me décevoir parce que si là, je vous vante un drama pour que derrière, je vous dise c'est de la daube, je m'en voudrais grave. Mais mon avis se réfère juste à ces 2 premiers épisodes que j'ai adorés. Parlons ensuite justement de celui qui m'a déçu et qui est en train de me décevoir comme jamais. Là, je l'ai mis en pause et je suis en mode non, je refuse. C'est The Divorce Insurance. Ici, on est dans une entreprise qui vend des assurances et l'un des employés va décider un jour de mettre en place une assurance divorce. Quand vous divorcez, ça vous coûte de l'argent, vous devez payer une pension à votre ancien conjoint, conjointe. Voilà, donc la solution trouvée, ce serait de mettre en place une assurance
il monte plus ou moins une équipe et il arrive à faire une charte et avoir des gens qui décident de bosser avec lui sur cette assurance-là, de mettre les modalités, etc. pour les futurs clients. Il y a une scène qui est absolument incroyable où il va présenter cette assurance à un salon du mariage. Genre tout le monde est là, oh là là, t'as pensé à prendre ta robe, t'as pensé au traiteur, t'as machin, et t'as lui qui vend des assurances divorce. La scène est lunaire, mais c'est pas si con que ça. Faites des contrats de mariage, petit conseil. Mais bref, c'était... Ça commençait bien, vraiment, c'était décalé, c'était un peu loufoque, mais ça commençait bien. Je regarde les 2 premiers épisodes, ensuite le 3-4, et je suis à fond, genre vraiment j'adore, et je me dis, oh là là, ça va être un coup de cœur, c'est le genre de romance que j'adore. C'est un peu ridicule, c'est un peu de cet humour absurde, on va plutôt dire ça. C'est plutôt absurde jusqu'au 4e épisode, et arrive le 5e épisode, et là on bascule de l'absurde au ridicule, et c'est là où j'ai fait, oh merde. Je t'aimais tellement, tu avais tellement de potentiel, petit K-drama, mais ils ont fait de la merde, tes scénaristes. Vraiment, on suit... Attendez, on suit combien de personnages principaux? 4. D'un côté, on a un homme qui a divorcé 3 fois, qui a l'air d'en être très fier, mais on se rend rapidement compte qu'en fait, ces divorces sont entre guillemets justifiés, dans le sens où... de ce qu'on sait jusque-là, ce serait pas lui qui aurait demandé de divorce, ce sont ses compagnes, et c'était à chaque fois pour des... choses assez, enfin des motifs assez vrais et complètement acceptables, notamment l'une de ses ex-femmes, sa 2e ex-femme, a décidé de se marier parce que la pression sociale, donc elle s'est mariée avec lui, et en fait, en étant avec lui, elle s'est encore plus rendue compte que c'était pas fait pour elle, le mariage, et qu'elle avait envie d'être moine bouddhiste. Du coup, elle s'est convertie, elle est devenue moine bouddhiste, et ils ont divorcé. Bah en fait tu peux dire quoi à ça, elle a trouvé sa voie et lui il lui a dit bah si c'est ce que tu veux, va, fais, je vais pas t'empêcher de divorcer, c'est ok. Voilà. Donc en fait tous ces mariages paraissent être assez clean, ce qui me fait un petit peu sourire parce que si c'était une femme qui faisait ça, ça aurait pas été clean, mais bon comme c'est un homme ça passe bien en Corée. Notre héroïne est une femme qui a divorcé, enfin son mari est arrivé, a dit qu'il voulait le divorce après toutes les affaires à la maison et s'est barré, et en plus de ça elle avait hypothéqué son appartement pour son entreprise à lui, mais c'est à elle de rembourser et tout ce qui va avec. Et elle a un caractère très doux et très passif, et du coup elle laisse faire la situation, elle a été toujours amoureuse et elle comprend déjà pas ce qui lui arrive quand lui il débarque et qu'il prend tout, et elle est là genre ok, fais donc. Et donc elle va vivre dans un appartement qui est vide, parce que bah elle a plus rien, alors qu'il y a des affaires qui étaient à elle dans le lot. On suit aussi une jeune fille qui elle refuse catégoriquement de se marier, elle veut faire en sorte de mariage avec elle-même, etc. On a une personne qui a une 60aine d'années qui pensait que son couple était... il prenait son couple pour acquis, et finalement sa femme va demander le divorce et il tombe de haut parce qu'il a 60 ans et il sait rien faire tout seul. Et on a un autre homme d'une 40aine d'années qui a divorcé, et pour le moment son profil est assez flou. Et voilà, ça c'est ce qui compose l'équipe d'assureurs qui doivent vendre leurs assurances divorce. Et vraiment, il avait du potentiel ce drama, et jusqu'au 4e épisode, je me marrais, les personnages étaient attachants, l'héroïne, elle passe son temps à tricoter quelque chose pour elle parce qu'elle veut se faire un cadeau à elle-même, et ce qui me fait vraiment sourire, ce qui m'a vraiment fait sourire, c'est qu'elle tricote avec du rouge, et on voit tout le temps ce truc de fil rouge. C'est le fil du destin, si vous voulez, plus ou moins dans la mythologie chinoise, si je dis pas de bêtises. Mais bref, il y a ce truc, ce lien du fil rouge, et... ah, j'étais là, oh là là, super parallèle, comment ça va rebondir? Arrive l'épisode 5 et je fais là, oh non, l'épisode 6 c'est pareil, et ça devient de plus en plus ridicule. Et même le couple qui me paraissait, enfin celui qui pouvait se créer, qui me paraissait mignon, bah non, j'ai regardé l'épisode 7 un petit peu plus tôt dans la journée, j'étais là, bah non, je commence le 8, je me dis bah non, toujours pas. Mais j'ai espoir en fait que ça s'améliore et que ça revienne comme au début, mais je sais pertinemment que non, on va tomber dans le plus en plus ridicule, et je suis dégoûtée parce que vraiment il avait du potentiel ce drama. Mais c'est sur Amazon Prime, et je crois que j'ai toujours été déçue par les dramas d'Amazon Prime que j'ai regardés jusque là. Je vais pas accuser la plateforme, je ne sais pas du tout l'investissement qu'a Prime sur les K-dramas, si c'est juste la boîte qui a racheté le truc ou si c'est eux qui l'ont produit, comme certains dramas Netflix ou Disney+, par exemple. Mais là vraiment j'étais... non, c'est pas possible, genre vraiment... commençait tellement bien, j'étais trop contente, j'avais recommandé à tout le monde sur Instagram, et là j'étais là, oh là là, pourquoi vous me faites ça là, vous aviez mon cœur. En plus vraiment, j'aime trop le casting et tout, mais là... je sais même pas si je vais le continuer. En fait j'ai envie de le continuer en me disant ça va s'améliorer. Mais s'il fait plus de 12 épisodes, non les gars. Et puis là l'épisode 7, je pensais qu'il allait avoir un baiser. On n'a pas eu de scène de baiser. Je suis frustrée aussi. Je suis une rageuse parce que déjà tu me déçois et derrière tu me fais pas de scène de baiser.
ça m'a saoulée. Je vais vous laisser là pour le moment, je reviendrai une fois que j'aurai terminé mon bouquin pour clôturer ce vlog parce que j'ai importé les premiers fichiers tout à l'heure sur l'ordinateur et il est déjà beaucoup trop long. Je vous retrouve, on est vendredi, je pensais avoir tourné cette séquence plus tôt mais pas du tout. Et entre temps j'ai attaqué une autre lecture, j'en suis déjà à 40%, donc comment vous dire que je commence déjà à oublier le livre que je vous avais présenté un peu plus tôt dans le vlog. Mais j'ai terminé avant-hier je crois, il y a 2 jours, le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. Et je vous disais que j'avais peur qu'il se soit trompé dans la classification en termes de young adult parce que le début était très mature je trouve. Et je me disais que vu les thématiques qui allaient être abordées, ça aurait complètement pu être un roman adulte, entre guillemets, en tout cas dans une tranche d'âge d'adulte, mais du moment où l'histoire bascule dans le côté fantastique et l'univers des gobelins, on est bien plus sur un roman presque jeunesse, j'ai trouvé. Alors, comme il y avait les thématiques du début, je me suis dit, ouais, comme là on est un petit peu dans un truc adulte, là un peu dans un truc jeunesse, peut-être que le truc de young adult ça correspond bien finalement, mais on est sur quelque chose d'un peu, même complètement enfantin. Je m'attendais pas à voir ça, où on a une jeune fille, Sérine je crois, qui évolue dans cet univers où elle doit rechercher des perles qui peuvent faire en sorte qu'elle exauce ses vœux, et elle est accompagnée d'un chat. Et on suit le duo et j'ai trouvé que cette dynamique là ça faisait très roman jeunesse, et c'est pas un problème, hein. Je lis des romans jeunesse, mais je m'attendais pas à ça parce que le début était tellement en fait dans une classification presque d'adulte que j'ai vraiment été surprise par ce changement de cap. Et je vous avoue que je suis assez dubitative concernant ma lecture, je sais pas trop quoi en penser. Même maintenant que je l'ai fini il y a 2 jours, j'ai eu le temps de le digérer, de passer à autre chose. Derrière je suis partie dans un thriller adulte, donc vraiment rien à voir. Malgré tout, j'arrive pas à avoir un véritable avis sur ce bouquin. Parce que je m'attendais pas à cet écart aussi grand entre les deux genres où le début est très adulte. Vraiment, vous avez la situation en fait de plein de Coréens en fait, où on suit une jeune fille qui est pauvre dans une société qui est ultra capitaliste en fait, qui privilégie les riches, où il faut avoir des moyens, etc. On a cette jeune fille là qui a du coup moins de chance dans la vie que d'autres. Et on bascule sur un univers fantastique où on est presque dans du jeunesse, et la conclusion est un peu entre les deux. Et c'était sympa. Et j'en garderai, je pense, un bon souvenir dans quelques temps, mais je sais même pas en fait si... En fait, si je m'en souviens, j'aurai un truc de « oh, c'était sympa ». Mais je suis pas sûre qu'il me laissera non plus des souvenirs invétérables parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire. On m'avait déjà dit, c'est Alice du compte Instagram The Garden in My Mind, je vous mettrai en barre d'informations. Alice m'avait dit c'est sympa. Je lui ai dit c'est vraiment bien, machin, elle m'a dit non c'est sympa. C'est vrai que c'était sympa, mais est-ce que j'en garderai des souvenirs? En fait non, je pense pas que j'en garderai de souvenirs. C'est pas que c'était désagréable, mais c'est que c'est pas assez marquant et que j'ai déjà vu des contemporains pour coup, enfin j'ai déjà lu des contemporains qui exploitaient la même thématique mais entre guillemets mieux fait, ou en tout cas plus... comment je pourrais dire, plus impactant. Là ça reste quand même gentillet et mignonnet, et alors je m'attendais pas non plus à une histoire incroyable, mais c'est vrai que ça reste quand même un peu entre guillemets en surface, et on est toujours dans les mêmes clichés de ce truc de l'amour suffit à tout, etc. Et je sais pas, je suis pas complètement convaincue par la lecture, c'était pas désagréable encore une fois, mais je serais pas passée à côté de grand chose si j'avais pas lu ce livre là. C'est ce que je veux dire. Si vous hésitiez à l'acheter, je vais pas vous dire oui allez-y sautez dessus, il est trop bien, c'est vraiment abordable pour commencer, le coréen, etc. Non pas du tout, enfin je trouve pas que ce soit révélateur déjà de ce qui se fait en Corée. Et non c'est sympa mais c'est pas l'histoire du siècle, donc voilà. Mais c'était mignonnet. Si vous avez l'habitude des romans jeunesse et que vous aimez ça, ou si vous avez justement des adolescents qui aimeraient lire sur la Corée ou sur des univers fantastiques, parce que l'aspect Corée n'est pas non plus omniprésent dans cet univers là, franchement c'est un bon deal, mais c'est pas le roman de l'année. Vous avez 12-13 ans, si vos enfants ou si vous-même vous avez 12-13 ans, c'est complètement abordable en termes d'âge. Et comme je vous l'ai dit, je suis partie sur une autre lecture. J'ai attaqué hier La femme de ménage, et entre hier et ce matin j'ai lu 41% du livre, parce que je l'avais en e-book mais je l'ai aussi en poche. Encore une fois il est au-dessus de moi, vraiment depuis que j'ai ajouté une surbibliothèque, on les voit plus en fait. Mais je l'ai aussi en poche, et c'est juste que c'est plus agréable de le lire en e-book, donc je l'avais en e-book. Et j'aime bien.
je m'attendais pas, en fait j'étais vraiment dans le truc de ah je suis pas sûre que ça va le faire avec moi, j'aime pas le thriller domestique et en fait je suis tombée dedans, j'ai plongé dedans et voilà, je me suis fait prendre comme la plupart des gens. J'ai une de mes anciennes collègues, Léa, qui m'en avait parlé et je sais pas, en fait je me suis dit ouais ce serait peut-être le bon moment et comme là je venais de terminer un bouquin young adult fantastique coréen, je me suis dit vas-y on va partir sur complètement autre chose. Je ne sais pas de quelle origine est Freda McFadden, je pense qu'elle est américaine, on va laisser supposer qu'elle l'est. Je l'avais déjà lu dans la psy que je n'avais pas du tout aimé parce qu'en termes d'invraisemblance c'est pas possible en fait, en termes de santé mentale, enfin de maladie mentale pour le coup. Et là, bah, comme c'est une femme de ménage, c'est un peu plus typique. Alors il y a des choses, c'est un peu farfelu, mais ça reste un thriller, et dans les thrillers, alors le côté, ça reste réaliste, mais c'est un peu sur un extrême quand même. Ça se lit bien, forcément comme le roman commence par la fin, bah, et on a envie de savoir les éléments, et on m'a parlé d'un twist. Donc je cherche à tout prix le twist et je me trouve des trucs, vraiment je me prends la tête à imaginer ce que ça pourrait être comme rebondissement, à spéculer sur des... La moindre information qu'on a en fait les gars, je suis en train de me dire ah ouais en fait elle a fait ça pour ça, pour ça, pour ça. Et je sais qu'il y a d'autres tomes qui suivent, du coup c'est la même femme de ménage j'imagine. Donc je suis en mode attends mais ok, donc ça peut être pourquoi, et pourquoi elle a fait ça, et machin, et je suis en train de suranalyser le bouquin, c'est une horreur, mais j'adore. Là j'étais en train de faire le montage de ma vidéo, et c'est pour ça que je me suis rendu compte que il me manquait un clip final, je pensais l'avoir fait mais non. Après je vais retourner à ma lecture, vraiment pour me féliciter d'avoir fait tout mon montage, ce sera genre vas-y tu peux te caler dans ton lit et bouquiner pendant 2-3 heures là, donc j'ai hâte. Je vous retrouverai je pense dans plusieurs jours pour vous faire un petit point sur ma lecture de La femme de ménage et d'autres lectures qui auront suivi. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir après. J'ai un autre roman japonais d'une autrice où je suis assez dubitative concernant ses écrits, où il y en a que j'ai adoré, il y en a d'autres que j'ai pas aimé, j'irai peut-être là-dessus. Je sais pas du tout. J'adore regarder des gens qui font des pales ou des piles à mood, mais je me suis rendu compte aussi au fil des années que j'étais incapable de savoir ce que j'allais lire dans un mois ou dans une saison complète parce que vraiment j'ai besoin d'avoir le choix et des fois j'ai besoin de rester dans cette même mouvance, donc peut-être qu'après je vais enchaîner avec un autre thriller. Ça se trouve je vais partir dans du young adult, ça se trouve je vais partir dans des romans contemporains coréens ou japonais, je ne sais pas du tout. Donc voilà, je verrai bien à la fin de ma lecture. Bref, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ce très long vlog vous a plu. Ça regroupait pas mal de jours, de semaines même. Je suis désolée, mais vraiment j'ai eu une semaine complètement off à rien pouvoir faire. Et cette semaine j'ai carburé niveau lecture et je voulais vraiment vous donner mon avis à chaud. Donc c'est chose faite. Et je sais pas ce que je vais faire pour la semaine prochaine, parce que j'ai pas forcément envie de faire un autre vlog. À part si je pars sur de l'écriture la semaine prochaine. Parce que là j'ai repris un mode de vie les gars, je vais chez le kiné, j'ai tous mes rendez-vous médicaux la semaine prochaine aussi. J'ai repris le sport, je fais du pilates, j'ai couru, on est bien là les gars. Et je me dis qu'il me reste que l'écriture à reprendre et j'ai genre une vie genre posée. Et ça me fait du bien d'avoir une routine, de retrouver un peu une structure comme ça, donc bon. Je verrai ce que je préparerai la semaine prochaine, ou alors vous n'aurez pas de vidéo et il y aura un vlog qui sortira dans 2 semaines, je ne sais pas. Mais bref, pour l'heure j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!